Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore une relation souvent méconnue, mais vraiment essentielle pour notre équilibre. Celle entre le magnésium et le diabète de type 2. On s'appuie pour ça sur un article très intéressant de supernutrition.fr. Oui, parce que le magnésium, on le connaît bien pour le stress, les crampes. C'est ça. Mais son rôle va bien au-delà. Il semble jouer un rôle vraiment clé dans la régulation de la glycémie. Tout à fait. Et ça, c'est crucial, surtout quand on pense à la difficulté de gérer le sucre au quotidien pour les personnes concernées par le diabète. Et l'article donne un chiffre qui interpelle quand même. Près de la moitié des personnes avec un diabète de type 2 pourraient manquer de magnésium. Ouais, c'est énorme. Et souvent, sans s'en rendre compte. Une carence un peu silencieuse. Exactement. Et donc, notre idée aujourd'hui, c'est vraiment de creuser ce lien. On va essayer de comprendre ensemble comment ce minéral agit sur notre sensibilité à l'insuline, sur le métabolisme du glucose, tout ça. D'accord. On va voir aussi comment repérer les signes d'un manque. Souvent, ils sont pas très clairs, hein. Hmm. Quels sont les bénéfices si on a un bon taux de magnésium? Et puis évidemment, on parlera de la supplémentation, quand, comment. Mais attention, avec beaucoup de prudence. Ok, parfait. Alors, on commence par la base. C'est quoi le lien fondamental? Comment le magnésium agit sur la gestion du sucre concrètement? Alors, le magnésium, il faut l'imaginer un peu comme une pièce maîtresse dans une grosse machine. L'article nous rappelle qu'il est impliqué dans plus de 300 réactions enzymatiques. C'est considérable. Ah oui, quand même. Touche directement à la production d'énergie, à l'utilisation du glucose par nos cellules. Donc, on est en plein dedans. Mais là où ça devient vraiment fascinant pour notre sujet, c'est son lien avec l'insuline. L'insuline, bon, c'est l'hormone clé, hein, celle qui permet au sucre d'entrer dans les cellules. Oui. Eh bien, le magnésium, il est essentiel pour que les serrures sur les cellules, les récepteurs à l'insuline, fonctionnent bien. Il aide ces récepteurs à être plus réceptifs au message de l'insuline. Ah d'accord, donc s'il n'y a pas assez de magnésium, la serrure marche moins bien. La clé, l'insuline, a du mal à ouvrir la porte. C'est exactement ça. Et c'est comme ça que commence la résistance à l'insuline. Les cellules deviennent un peu sourdes au message. D'accord. Et face à ça, qu'est-ce qui se passe? Le pancréas, lui, il essaie de compenser. Il produit plus d'insuline, comme s'il criait plus fort. Il s'épuise, j'imagine. Voilà, à la longue, ça l'épuise et ça perturbe tout l'équilibre du sucre dans le sang. Et alors là, on entre dans un cercle vicieux assez terrible que l'article décrit bien. Le diabète, lui-même, surtout si la glycémie est souvent haute, L'hyperglycémie, oui. exactement, l'hyperglycémie, ça peut faire fuir le magnésium. Quand il y a trop de sucre dans le sang, les reins filtrent à fond pour l'éliminer dans les urines. Ok. Mais le problème, c'est que ce grand nettoyage emporte aussi du magnésium avec lui. Attendez, ça veut dire que plus on a de sucre dans le sang, plus on perd le minéral qui aide à le réguler? C'est ça. C'est un vrai piège qui s'auto-entretient. L'hyperglycémie fait perdre du magnésium et le manque de magnésium, L'hypomagnésémie. voilà, l'hypomagnésémie, ça rend plus difficile de contrôler la glycémie parce que ça aggrave la résistance à l'insuline. C'est fou, ce truc. Oui, et comprendre ça, c'est important parce que ça montre qu'il faut peut-être aussi surveiller ce minéral dans la gestion globale du diabète. Ce cercle vicieux, ça donne un peu le vertige. Mais alors, comment on peut savoir si on manque de magnésium? L'article dit que les signes sont très généraux. Fatigue, crampes, tout le monde a ça, non? Ben oui, c'est toute la difficulté. C'est pas spécifique. Mais l'article donne quand même une liste de choses auxquelles faire attention. Par exemple, une fatigue qui persiste même si on dort bien. Le genre de fatigue qui plombe. Oui, voilà. Ou alors des crampes, des contractures, même des petites secousses musculaires, genre la paupière qui saute. Ça arrive. Ah oui, ça je connais. Pas mal de gens connaissent les RAFO. Il peut y avoir aussi des fourmillements, des engourdissements. Au niveau de l'humeur, peut-être plus de nervosité, d'irritabilité, un peu d'anxiété, sans raison évidente. Mhm. Le sommeil aussi peut être touché. Du mal à s'endormir, des réveils la nuit, parfois des palpitations, le cœur qui s'emballe un peu. D'accord. Et puis, ce qui est très parlant pour nous aujourd'hui, avoir du mal à stabiliser sa glycémie, alors que le traitement marchait bien avant, par exemple. C'est vrai que la liste est longue et beaucoup de ces signes peuvent faire penser au diabète lui-même ou juste au stress, quoi. C'est clair, il faut vraiment pas sauter aux conclusions. Donc prudence. Absolument. Si on a plusieurs de ces signes et qu'ils durent, le réflexe est d'en parler à son médecin ou à son diabétologue. C'est eux qui peuvent évaluer si ça vaut le coup de creuser. Et ils font une prise de sang, j'imagine? Oui, si c'est jugé pertinent. Il y a surtout le dosage du magnésium dans le sang, le magnésium sérique. Mais attention, ça ne montre que ce qui circule à l'instant T,
pas les réserves profondes. Ah, d'accord. Il y a un autre dosage, moins courant, le magnésium dans les globules rouges, érythrocytaires. Lui, il donne une meilleure idée des réserves sur le moyen terme. C'est bon à savoir quand on discute des résultats. Et même si la prise de sang est normale? L'article dit un truc intéressant. Parfois, même avec des taux normaux, si les symptômes sont très nets, le médecin peut quand même suspecter un manque fonctionnel. C'est vraiment au cas par cas. Ok. Imaginons qu'on suspecte ou qu'on confirme un manque. Avoir un bon taux de magnésium, ça aide pour la glycémie, on a compris. Mais est-ce qu'il y a d'autres bénéfices concrets pour quelqu'un qui vit avec le diabète? Au quotidien, ça change quoi? Ah oui, les bénéfices sont vraiment larges et touchent des points souvent sensibles avec le diabète. Déjà, ça aide à mieux gérer le stress, l'anxiété. Le magnésium, c'est connu pour calmer le système nerveux, ça aide à réguler le cortisol, l'hormone du stress. Et le stress, ça fait monter la glycémie, souvent. Exactement. Donc cercle vertueux cette fois. Ensuite, le magnésium détend les muscles lisses, y compris ceux des vaisseaux sanguins. Ça peut aider pour la tension artérielle. Ah, ça c'est important, l'hypertension et le diabète, c'est souvent lié. Très lié et dangereux. Le magnésium soutient aussi la fonction nerveuse. Ça pourrait jouer un rôle pour prévenir ou atténuer les neuropathies diabétiques, ces douleurs nerveuses qui sont un vrai problème. Oui, ça peut être très invalidant. Tout à fait. Et puis finalement, si on met tout bout à bout, aide sur la glycémie, la tension, le rythme cardiaque, le stress, ça contribue à une meilleure santé cardiovasculaire globale. C'est un enjeu majeur dans le diabète. Donc en fait, s'occuper de son magnésium, c'est pas juste pour les chiffres du lecteur de glycémie. C'est potentiellement moins de stress, une tension plus cool, moins de soucis nerveux. C'est une aide pour la qualité de vie en général et pour éviter les complications. C'est exactement ça. C'est vraiment un partenaire de bien-être général au-delà de son rôle métabolique précis. Bon alors, la question qui vient tout de suite. Si on en manque, la solution facile, c'est les compléments alimentaires, non? Il y en a partout. Oula, attention, hein. Prudence, prudence. L'article insiste beaucoup là-dessus, et c'est essentiel. La supplémentation en magnésium, ça ne doit jamais être de l'automédication. Ah bon? Pourquoi? Il faut que ce soit décidé par un médecin après avoir vérifié s'il y a vraiment une carence, idéalement par une analyse. Pourquoi? Parce que prendre du magnésium comme ça, sans raison ou sans contrôle, ça peut être inutile ou pire, avoir des effets secondaires. Genre? Des problèmes digestifs surtout. Et puis, il y a des risques d'interaction avec d'autres médicaments et des contre-indications sérieuses. Faut pas jouer avec ça. Et j'imagine que toutes les gélules de magnésium qu'on voit ne se valent pas. Ah non, pas du tout. Ça, c'est un point clé. L'efficacité dépend énormément de la forme chimique du magnésium. Certaines formes sont bien mieux absorbées par l'intestin, elles arrivent mieux là où elles doivent agir, c'est la biodisponibilité. Biodisponibilité, ok. D'autres formes sont moins bien absorbées et peuvent donner des maux de ventre, un effet laxatif. L'article mentionne par exemple le citrate, le bisglycinate, le malate comme des formes plutôt bien tolérées et bien absorbées. Et les moins bonnes, ce serait quoi? Souvent, l'oxyde de magnésium ou le magnésium marin, qui est souvent un mélange, sont moins biodisponibles et plus connus pour l'effet laxatif sur le transit, disons. D'accord. Donc le choix de la forme est important. Oui, et parfois on essaye d'orienter selon l'effet principal recherché, même si c'est pas toujours prouvé à 100%. On dit que le bisglycinate est bien pour le stress, le sommeil, parce qu'il est lié à la glycine, le citrate pour l'équilibre acido-basique, le malate pour la fatigue musculaire. Mais le plus important, c'est que ce soit le médecin qui guide ce choix, selon la personne, sa digestion, ses autres traitements. Justement, les autres traitements. Les personnes diabétiques prennent souvent plusieurs médicaments. Ça peut interagir avec le magnésium? Oui, absolument. Et c'est super important d'y faire attention. Le magnésium peut gêner l'absorption de certains médicaments s'ils sont pris en même temps. C'est le cas pour certains antibiotiques. Ah oui. Oui, les cyclines, les quinolones, par exemple. Ou les médicaments pour l'ostéoporose, les bisphosphonates. La règle, c'est de toujours espacer la prise d'au moins 2 ou 3 heures. D'accord, 2-3 heures d'écart. Et il faut aussi être attentif avec la metformine, le traitement de base du diabète de type 2. L'article le signale, la metformine pourrait elle-même faire perdre un peu plus de magnésium par les urines. Encore ce cercle vicieux. Un peu, oui. Donc si on prend de la metformine et qu'on envisage du magnésium, il faut vraiment en discuter avec le médecin pour être sûr que tout est bien géré. La règle d'or, c'est simple, on dit tout à son médecin et à son pharmacien. Tous les compléments, même ceux qui ont l'air inoffensifs. Et il y a une situation où il faut être extrêmement prudent avec la supplémentation, c'est l'insuffisance rénale. Malheureusement, le diabète peut abîmer les reins avec le temps. Oui. Or, ce sont les reins qui éliminent l'excès de magnésium.
S'il fonctionne moins bien, même un peu, le magnésium pris en plus risque de s'accumuler dangereusement dans le sang. Et ça, c'est grave. C'est l'hypermagnésémie. Oui, ça peut être grave, hein. Grosse faiblesse musculaire, confusion, cœur qui ralentit, jusqu'à l'arrêt cardiaque dans les cas extrêmes. Donc, si on a un problème au vin, même léger, jamais de magnésium sans accord et suivi médical très strict avec des prises de sang régulières. Le message est on ne peut plus clair. Supplémentation égale avis médical obligatoire, surtout dans ce contexte. Mais alors, avant d'y penser, on peut peut-être juste manger différemment. C'est quoi les aliments champions en magnésium? Oui, heureusement, l'alimentation, c'est la base. Et il y a plein de bonnes sources. L'article en cite pas mal. Les stars, ce sont les oléagineux. Noix du Brésil, amandes, cajou. Et les graines. Courge, lin, sésame, chia. Noix et graines, ok? Pour les gourmands, bonne nouvelle, le cacao, et donc le chocolat noir, mais le vrai, hein, riche en cacao, plus 70%. Ah, ça va plaire. Et j'imagine, hein. Les légumineuses aussi. Haricots blancs, lentilles, pois chiches. Les céréales complètes, pas les raffinées. Riz complet, avoine, sarrasin, pain complet. Mhm. Les légumes verts feuillus. Épinards, blettes, chouquelles. Et puis certains fruits de mer, genre bigorneaux, bulots, huîtres. Et même certaines eaux minérales sont riches en magnésium. Il faut regarder l'étiquette. Pas mal de choix finalement. Oui, la clé, c'est de varier et d'intégrer ces aliments régulièrement. Et on doit viser combien par jour? Est-ce qu'il faut en prendre plus quand on est diabétique? Alors, les recommandations officielles, les ANC, c'est environ 6 mg par kilo de poids par jour pour un adulte. L'article donne une moyenne, 420 mg pour un homme, 360 mg pour une femme par jour, à peu près. D'accord. Il n'y a pas de recommandation spécifique plus élevée pour les personnes diabétiques, mais comme on a vu qu'elles risquent plus de pertes si leur glycémie est haute, Le fameux cercle vicieux, oui. voilà. C'est particulièrement important pour elles de s'assurer qu'elles atteignent au moins ces apports conseillés, surtout via l'alimentation, pour éviter de se mettre en déficit et pour aider tous les mécanismes dont on a parlé. Très clair. Bon, si on essaye de résumer tout ça, le magnésium, c'est pas juste un truc pour se détendre. C'est un acteur majeur pour la glycémie et l'insuline. Essentiel. Le manque est fréquent dans le diabète et souvent invisible. Il y a ce cercle vicieux où le diabète fait perdre du magnésium et le manque de magnésium complique le diabète. Tout à fait. Les signes sont flous, donc on en parle à son médecin, on ne fait pas son diagnostic tout seul. Avoir assez de magnésium, c'est bon pour la glycémie, mais aussi pour le stress, la tension, les nerfs, le cœur. Oui, pour le bien-être global. Et enfin, si on doit prendre des compléments, c'est sous contrôle médical strict, en choisissant la bonne forme et en faisant gaffe aux interactions et surtout aux reins. C'est une excellente synthèse, oui. Le message à retenir, je crois que s'intéresser à son magnésium, ça fait partie d'une bonne gestion du diabète, une approche globale. C'est peut-être pas la première chose qui vient à l'esprit, mais optimiser ses apports d'abord par l'assiette, et si besoin avec une supplémentation bien pensée, ça peut vraiment aider à trouver un meilleur équilibre, une meilleure qualité de vie et à prévenir des soucis sur le long terme. C'est une pièce importante du puzzle. Juste pour finir, une question qui ouvre un peu. Vu que ce manque est fréquent et qu'il a un impact, est-ce qu'on pourrait imaginer que vérifier le taux de magnésium devienne un jour un réflexe standard dans le suivi du diabète? Ou peut-être, plus simplement, est-ce que savoir tout ça, ça peut nous inciter à discuter plus facilement de nos apports en micronutriments avec notre médecin? Ça donne matière à réfléchir pour une approche de la santé peut-être plus complète?